Prologue. Le cri du silence. Le vent souffle doucement sur une route déserte du Midwest américain. Une lumière blafarde filtre à travers une fenêtre fendue. Un enfant, immobile, les yeux ouverts dans le noir, écoute les pas lourds de son père résonner dans le couloir. Chaque pas est un battement de peur. Chaque respiration, un souvenir qu'il ne veut plus revivre. David Goggins n'a pas grandi dans un conte de fées. Il a grandi dans la peur, dans la violence, dans un monde où les cris d'une mère se mélangeaient aux pleurs d'un enfant. Son père, Tronis Goggins, possédait une patinoire à Buffalo, un lieu de musique, de lumière et de rire pour les autres. Mais pour David, c'était une prison. Chaque nuit, il travaillait, pendant que les autres enfants dormaient, pendant que les rêves restaient interdits. Et un jour, sa mère a décidé de fuir. Ils ont traversé la nuit, sans valise, sans bruit, sans avenir. Ils ont fui l'enfer, mais le feu, lui, est resté en lui. Dans les années 80, l'Amérique portait encore les cicatrices du racisme. Les écoles n'étaient pas tendres avec un enfant noir, maigre, apeuré, différent. Chaque mot, chaque regard devenait un couteau invisible. Alors il a appris à sourire, à cacher la peur, à avaler la douleur. Mais le corps n'oublie jamais, et le silence finit toujours par crier. Un jour, bien plus tard, il racontera « Je n'étais pas un enfant courageux, j'étais un enfant brisé, mais j'ai appris à recoller les morceaux avec le feu. » C'est ce feu que tu vas sentir brûler tout au long de ce voyage, celui qui naît de la honte, de l'échec, de la solitude, celui qui transforme les larmes en force et la peur en mouvement. Mais avant de continuer, pose-toi une question, simple, brutale. Et si ta douleur était la seule chose qui pouvait encore te sauver? Parce que c'est dans le cri du silence que commence l'histoire de ceux qui refusent de mourir sans avoir vécu. Chapitre 1. L'enfant du chaos. Le jour se levait à Buffalo. Un ciel gris, une pluie fine, et au milieu de cette ville froide, une maison où la peur dormait rarement. Dans cette maison, un garçon de 8 ans apprenait déjà à survivre, pas à vivre. David se réveillait souvent avant l'aube. Pas pour aller à l'école, mais pour cirer les patins à roulettes dans la patinoire de son père. Tronis Goggins, un homme respecté dehors, mais un tyran à l'intérieur. Il contrôlait tout, les clients, la musique, sa famille. Et quand la musique s'arrêtait, les cris commençaient. Sa mère, Jackie, tentait de protéger ses enfants. Mais comment protéger un enfant de la peur quand elle vit dans le même enfer? Chaque jour, David voyait son père battre sa mère. Chaque nuit, il priait pour que les murs avalent les sons. Les psychologues parlent du stress post-traumatique complexe, une forme de blessure invisible qui se crée quand un enfant vit trop longtemps dans la peur. Les études montrent que ces enfants développent une hypervigilance constante. Leur cerveau reste en alerte, comme si le danger ne cessait jamais. C'est ce que vivait David, chaque minute, chaque battement de cœur. Et pourtant, au fond de lui, une flamme minuscule refusait de s'éteindre. Une petite voix lui disait « Un jour, tu sortiras d'ici ». Un soir, sa mère a pris une décision. Sous la pluie, elle a attrapé la main de son fils et ils ont fui. Pas de valise, pas de retour, juste la route, la peur et un silence lourd. Ils ont trouvé refuge à Brazil, dans l'Indiana, un nom ironique pour un endroit si loin de la chaleur. David croyait qu'ils étaient libres, mais le passé voyage plus vite que les voitures. À l'école, il découvrit un nouveau type de douleur, le racisme, les insultes, les regards qui transpercent. Dans les années 80, être noir dans une petite ville blanche du Midwest, c'était vivre chaque jour un examen de survie. Les statistiques de l'époque montraient que près de 70% des enfants issus de minorités subissaient un harcèlement constant. David faisait partie de ces chiffres, mais pour lui, c'était plus qu'un chiffre, c'était sa vie.
Alors, il a développé une arme secrète, l'invisibilité. Il ne parlait pas, il observait, il encaissait, et chaque humiliation entrait dans sa mémoire comme une lame. Les neuroscientifiques disent que le cerveau d'un enfant maltraité se modèle autour de la peur. Le cortisol, l'hormone du stress, devient son compagnon permanent. Mais parfois, cette chimie du désastre crée des survivants hors du commun. Des êtres capables d'endurer l'impossible parce qu'ils ont connu la douleur avant même de comprendre le mot douleur. Et toi, as-tu déjà senti que ton passé te tenait encore par le cou? As-tu déjà voulu fuir sans savoir vers où? L'enfant du chaos ne le savait pas encore, mais dans chaque nuit qu'il traversait, se forgeait déjà le guerrier qu'il deviendrait. Pas un héros, pas un athlète, mais un esprit forgé par la souffrance et destiné à comprendre ce que peu d'humains osent affronter, lui-même. Parce que parfois, il faut d'abord être brisé pour devenir incassable. Chapitre 2. Le miroir de la honte. La vie avait continué, ou du moins elle faisait semblant. Les années avaient passé et l'enfant du chaos était devenu un homme. Mais à l'intérieur, rien n'avait vraiment changé. Le silence de l'enfance s'était transformé en bruit, celui des excuses, du doute, du renoncement. David portait un uniforme, celui d'un ex-soldat de l'air sans gloire, sans fierté. Il travaillait comme exterminateur de cafards. Ironie du destin, un homme qui fuyait ses propres démons devait chaque jour chasser ceux des autres. Les matins commençaient avec des cris d'alarme, des odeurs chimiques et la sensation de n'être personne. Il pesait 136 kilos, et chaque kilo était une mémoire. La graisse était devenue une armure contre le monde, contre lui-même. Un soir, après une journée interminable, il s'assit devant le miroir de sa salle de bain. La buée recouvrait le verre, il passa la main. Et ce qu'il vit le détruisit plus profondément que tous les coups reçus enfant. Un visage gonflé, fatigué, vide, des yeux sans lumière, une vie qui n'était plus la sienne. Ce fut le moment du miroir de la honte. 1. Les psychologues appellent cela le moment de rupture cognitive, un point précis où le cerveau comprend qu'il ne peut plus continuer ainsi. C'est la frontière entre la survie et la renaissance. Et Goggins venait de la franchir. Il se leva, ouvrit la fenêtre et laissa entrer l'air froid de la nuit. Une phrase tournait dans sa tête. « Personne ne viendra te sauver. Pas sa mère, pas le monde, pas Dieu. » Ce soir-là, il décida de mourir ou de renaître. Les études montrent que le cerveau humain peut reprogrammer des comportements profondément enracinés. On appelle cela la neuroplasticité. Mais cette reprogrammation demande une seule chose, un choc, une douleur, un engagement total. David prit un cahier et écrivit chaque échec de sa vie, l'un après l'autre, sans filtre, sans excuse. Chaque ligne brûlait comme une confession. Puis, il écrivit ce qu'il voulait devenir. Pas un rêve, une mission. Il regarda encore son reflet. Il pleura. Pas de tristesse, mais de rage pure. De honte convertie en énergie. 1. Pendant les 3 mois qui suivirent, il devait une machine. Le réveil sonnait à 4 heures. Il courait, vomissait, recommençait. Il se filmait pour se surveiller. Chaque pas, chaque douleur était un pacte renouvelé avec lui-même. Il perdit 45 kilos en moins de 90 jours. Les médecins dirent que c'était impossible. Mais le mot « impossible » n'a pas le même sens pour un homme qui a connu la peur dès sa naissance. 1. Le miroir, celui qui autrefois reflétait la honte, était devenu une arme. Et toi? Quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu vraiment? Une victime ou un guerrier qui dort encore? 1. Parce que parfois, il suffit d'un regard honnête pour faire naître un monde nouveau. Chapitre 3.
Le serment de l'impossible. La nuit était froide, l'air saturé de silence. David fixait le plafond, les yeux ouverts, le cœur battant fort. Sur sa table, une feuille, un numéro griffonné, celui d'un centre de recrutement de la US Navy. Il savait qu'il n'était pas prêt, mais il avait décidé que la peur n'aurait plus jamais le dernier mot. Il décrocha le téléphone. Une voix répondit « Centre de recrutement naval, que puis-je pour vous ?» David inspira profondément et prononça la phrase qui allait changer sa vie. « Je veux devenir Navy SEAL. » Un silence, puis un rire discret de l'autre côté de la ligne. Le recruteur lui demanda son poids. Quand il répondit 136 kilos, la voix devint sérieuse. « Vous avez 3 mois pour perdre 45 kilos, sinon oubliez. » 3 mois, 90 jours, pour accomplir ce que la plupart jugeraient inhumain. Le lendemain, il posa un vieux tapis de course dans son garage. Il mit une bouteille d'eau sur le côté et il courut. 5 minutes, 10 minutes, puis il s'écroula. Son cœur battait à s'en rompre. Mais quelque chose en lui venait de naître, la promesse de ne plus jamais fuir. Chaque matin, il se levait avant le soleil. Chaque soir, il finissait à genoux. Les voisins le prenaient pour un fou, mais dans son esprit, il n'était plus ce David d'hier. Il était l'apprenti d'une version qu'il ne connaissait pas encore. En 2 mois, il avait déjà perdu 30 kilos. Son corps hurlait, ses genoux saignaient, mais son mental se durcissait comme du fer chauffé au feu. Les neuroscientifiques parlent du principe d'Hormèse. Le stress extrême, lorsqu'il est accepté, forge une résilience profonde. Ce que Goggins vivait n'était pas une torture, c'était une métamorphose. Puis vint le jour de l'examen d'entrée. Tests physiques, courses, nage, endurance, chaque seconde comptait. Beaucoup abandonnaient avant la fin, mais lui, il avait déjà traversé pire que la douleur. Il réussit les tests, mais le vrai enfer ne faisait que commencer. Le BUD/S, l'entraînement légendaire des Navy SEALs. 6 mois d'épuisement, de froid, de chaos. La fameuse Hell Week, 5 jours sans dormir, 120 km de course, l'eau glacée, le sable, le hurlement des instructeurs. Les statistiques sont claires, près de 90% échouent. David, lui, échoua 2 fois. Fracture de stress, blessure, infection. Mais il revint, encore et encore. La 3e fois, il passa. Chaque pas sur la plage de Coronado était une victoire contre la mort intérieure. Chaque souffle disait « Je reste debout ». Il obtint enfin le trident des SEALs, symbole de sacrifice et de gloire silencieuse. Pas de discours, pas d'applaudissements, juste un regard vers l'océan et un murmure dans le vent. Et toi, combien de fois as-tu abandonné juste avant que la vie ne change? Combien de fois as-tu confondu douleur et faim? Parce que parfois, l'impossible n'est qu'un serment que tu n'as pas encore osé prononcer. Chapitre 4. La science de la douleur. La douleur, ce mot qui fait fuir la plupart des hommes, mais que David Goggins, lui, a décidé d'apprivoiser. La douleur n'est pas seulement un signal, c'est un langage, un message secret que le corps envoie à l'esprit pour lui demander de grandir. Quand on souffre, le cerveau libère une tempête chimique, adrénaline, dopamine, endorphine, des substances qui transforment la perception. La douleur physique active les mêmes zones que la douleur émotionnelle. Le cerveau ne fait pas la différence. Mais certains apprennent à traduire ce message. Et c'est là que naît la force mentale. Les neuroscientifiques de Harvard ont démontré que la répétition d'un effort douloureux, accepté consciemment, modifie le cortex préfrontal, la zone du contrôle et de la décision. C'est ce qu'on appelle la neuroadaptation. Autrement dit, plus tu affrontes la douleur, plus ton cerveau s'habitue à ne plus fuir.
Goggins en était devenu la preuve vivante. Chaque matin, il s'exposait volontairement à l'inconfort, le froid, la faim, la solitude. Non pas par masochisme, mais pour se forger une certitude. Il contrôlait la douleur, elle ne le contrôlait plus. Il disait souvent que la souffrance était comme une salle d'entraînement invisible. Chaque seconde de douleur sculpte une parcelle d'âme. Les biologistes parlent du seuil de tolérance, la limite à partir de laquelle le corps envoie des signaux d'arrêt. Mais ce seuil n'est pas fixe. Il dépend de l'histoire, de l'entraînement, de la volonté. Chez les athlètes d'endurance, on observe une production accrue d'endorphines, ces molécules du courage silencieux. Elles ne suppriment pas la douleur, elles transforment sa signification. Dans la douleur, Goggins trouvait de la clarté. Chaque cri de son corps devenait une prière. Chaque brûlure, une preuve qu'il était vivant. Un jour, lors d'un ultramarathon, ses genoux se bloquèrent. Le sang coulait dans ses chaussettes. Les médecins lui crièrent d'arrêter. Mais lui continua à courir. Pas par orgueil, mais parce qu'il voulait tester jusqu'où l'esprit pouvait pousser la chair. Ce qu'il découvrit ce jour-là, c'est que le corps n'abandonne jamais le premier. C'est toujours l'esprit qui cède, et le corps qui obéit. Les études de l'Université de Stanford confirment que l'esprit humain sous-estime ses capacités d'environ 40%. Ce que nous croyons être la fin n'est souvent que le début du réel potentiel. Et toi, à combien de pourcents de ton vrai potentiel vis-tu? As-tu déjà touché le mur, celui où tout brûle, et choisi de continuer? Parce qu'au fond, la douleur n'est pas l'ennemi, c'est la porte vers ton propre dépassement. Et derrière cette porte, il n'y a qu'une phrase qui t'attend. Continue. Chapitre 5. Le pouvoir du mental forgé. Il y a des muscles qu'aucune salle de sport ne peut façonner. Le mental en fait partie. Ce n'est pas une matière que l'on touche, c'est un feu qu'on entretient chaque jour dans le silence des épreuves. David Goggins avait compris une vérité simple. Le corps n'est qu'un outil. L'arme véritable, c'est l'esprit. Il appelait ça la forge mentale. Chaque matin, il entrait dans cette forge invisible où le métal de la volonté est chauffé par la douleur. Là où la fatigue devient un marteau et chaque échec, un coup de feu sur l'enclume de l'âme. Ces journées étaient rythmées par des rituels presque militaires. Lever avant l'aube, course dans le froid, douche glacée, entraînement sans fin. Mais ce qui comptait, ce n'était pas la performance, c'était la discipline du mental. Il avait inventé une méthode, le bocal à cookies. À chaque victoire, même minuscule, il en gardait le souvenir. Quand la fatigue arrivait, il ouvrait mentalement ce bocal et y puisait une dose de courage. Une course terminée malgré la douleur, un jour où il n'avait pas cédé, un souvenir où il s'était relevé. Chaque victoire devenait une preuve, et ces preuves formaient son armure invisible. Les chercheurs de l'Université de Stanford ont démontré que la mémoire de la réussite renforce les circuits neuronaux de la persévérance. Autrement dit, se souvenir de sa force, c'est la multiplier. Mais Goggins allait plus loin. Il utilisait le miroir chaque jour, non plus pour se juger, mais pour se rappeler qui il voulait être. Il se parlait à voix haute face à son reflet. Il se fixait des ordres. Certains appellent ça de la folie. Lui appelait ça de la vérité. Il disait « Ce n'est pas ton corps qui te trahit, c'est ton esprit qui t'abandonne ». Alors, il entraînait son esprit à rester debout même quand tout le reste voulait tomber. La science appelle cela l'adaptation psychologique conditionnée. Quand on choisit consciemment l'inconfort, le cerveau crée de nouveaux chemins neuronaux. La peur devient un signal d'action au lieu d'un signal d'arrêt. C'est ainsi que naît ce qu'il nomme le mental invincible. Les études montrent que les gens qui se fixent des objectifs précis et visualisent la douleur du chemin ont 60% de chances de plus de les atteindre. Pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils savent déjà ce que coûte la victoire. Et toi, qu'y as-tu dans ton propre bocal à cookies? Te souviens-tu des fois où tu as survécu? Ou t'arrêtes-tu à chaque douleur comme si elle était un mur?
La vérité, c'est que chaque jour tu as le choix, te forger ou te fuir. Et comme le disait Goggins, reste dur, pas contre le monde, mais contre toi-même, contre ton propre confort, contre tes excuses. Parce que le métal du mental se forge uniquement dans le feu de la persistance. Chapitre 6. Traverser le mur. Il faisait encore nuit quand David se réveilla ce matin-là. Pas un bruit dehors, juste le souffle du vent contre la fenêtre et cette voix dans sa tête qui murmurait « Cours ». Il s'était inscrit à l'ultra-marathon de San Diego, 160 km à parcourir, sans véritable entraînement. Un défi insensé, presque suicidaire. Mais pour lui, ce n'était pas une course, c'était un test, une confrontation directe entre son esprit et sa chair. Les premiers kilomètres furent paisibles. Le ciel s'ouvrait lentement, l'aube peignait la route d'or et de poussière. Le corps répondait, la respiration se calait. Puis vinrent les 50 premiers kilomètres, et avec eux, la brûlure. Les muscles commençaient à trembler, la peau se fissurait sous la sueur et le sel. Mais il continuait. À partir du 70e kilomètre, le monde changea. Chaque pas devint un coup de couteau. Ses genoux se mirent à saigner, ses reins brûlaient. Le sang s'infiltrait dans ses chaussettes, chaque mouvement faisait hurler son corps. Les médecins le suppliaient d'arrêter, mais dans sa tête, une seule phrase tournait « Ne t'arrête jamais ». La science explique ce phénomène. Lors d'un effort prolongé, le corps entre en mode de survie extrême. Le cerveau libère des hormones de stress et de résistance, principalement la noradrénaline. Le rythme cardiaque se stabilise différemment, la perception du temps se distord. C'est ce qu'on appelle l'état de transcendance physiologique. Certains y voient une folie, d'autres une forme d'éveil. David courait dans une transe étrange. Il ne sentait plus ses jambes. Son corps devenait une ombre, une machine de volonté. Il ne voyait plus la route, seulement la ligne invisible à franchir, celle qu'aucun médecin ne peut mesurer, le mur. Les chercheurs en psychologie sportive parlent du mur de l'endurance, ce moment où les réserves énergétiques chutent brutalement. La plupart abandonnent là. Mais Goggins avait compris une chose essentielle. Le mur n'est pas une barrière, c'est une porte. Et il décida de la traverser. Les derniers 20 kilomètres furent un pur supplice. Il ne courait plus, il rampait presque. Il perdit le contrôle de ses fonctions corporelles. Il tomba, se releva, tomba encore. Mais chaque chute devenait une prière, chaque douleur une offrande. Quand il franchit la ligne d'arrivée, il avait les jambes couvertes de sang séché, le visage pâle, les yeux vides. Mais dans ce vide brillait quelque chose de nouveau, la certitude absolue qu'il venait de découvrir un monde que peu d'hommes atteignent. Les médecins parlaient de rhabdomyolyse, une destruction musculaire pouvant entraîner la mort. Mais David, lui, parlait d'une autre vérité. Tant que ton esprit respire, ton corps peut continuer. Et toi, combien de fois as-tu cru être à la fin alors que tu n'étais qu'à la moitié ? Combien de fois as-tu renoncé juste avant que ton vrai toi ne se révèle ? Parce qu'au fond, traverser le mur, ce n'est pas triompher du monde, c'est triompher de soi-même. Et de l'autre côté de cette douleur, il n'y a pas la mort, il y a la liberté. Chapitre 7. L'appel du vide. Le silence. C'est ce qu'il ressentit après avoir franchi la ligne d'arrivée. Pas les applaudissements, pas les félicitations, pas la gloire, juste le vide. Ce vide qu'on ne comprend qu'après avoir tout donné. Ce moment étrange où l'on réalise que la victoire ne remplit pas le cœur, elle l'ouvre pour laisser entrer autre chose. David rentra chez lui, son corps détruit, ses muscles en feu, ses mains tremblantes. Il s'assit dans le noir, seul, face à ce silence qui le poursuivait depuis l'enfance. Le même qu'à Buffalo, le même qu'après les cris de son père, le même qu'après chaque bataille. La douleur physique s'était éteinte, mais une autre douleur plus subtile prenait sa place, celle du vide intérieur.
Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle parlaient déjà de ce moment. Ils disaient « Celui qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert 1000 hommes. » Mais que devient-on quand on a déjà tout conquis en soi et qu'il ne reste plus rien à affronter? David se mit à réfléchir à cette obsession de souffrir. Pourquoi cherchait-il toujours à se briser? Pourquoi avait-il besoin de douleur pour se sentir vivant? Il comprit que la douleur avait été son refuge, son langage, son oxygène. Mais qu'à trop vivre dans le feu, on oublie parfois la douceur de la lumière. Les psychologues parlent du syndrome du guerrier épuisé, chez les soldats, les athlètes, les survivants. Une incapacité à trouver la paix après la bataille. Le cerveau, habitué à l'adrénaline, devient dépendant du chaos. Et quand le silence revient, il se sent inutile, presque mort. C'est ce que Goggins traversait. Il avait vaincu la douleur du corps, mais pas encore celle de l'âme. Il se mit à méditer, à écrire, à s'isoler. Non pas pour fuir le monde, mais pour l'écouter autrement. Dans le calme, il redécouvrit la puissance du souffle. Chaque respiration devenait une victoire invisible. Il lut Sénèque, Épictète, Marc Aurèle et comprit que la vraie discipline ne consiste pas à courir des kilomètres, mais à rester immobile sans fuir ce qu'on ressent. Et toi, as-tu déjà senti ce vide après avoir atteint ton but? Cette étrange tristesse qui vient quand on obtient ce qu'on voulait. Peut-être n'était-ce pas la victoire que tu cherchais, mais le chemin pour t'y rendre. Parce qu'au fond, l'appel du vide n'est pas un avertissement, c'est un rappel, un murmure du cœur qui te dit « Tu n'as pas fini, il te reste à te trouver vraiment. » Et parfois, pour entendre ce murmure, il faut que tout autour s'éteigne. Chapitre 8. L'héritage du fer et du feu. Il y a des hommes qui vivent et d'autres qui transforment leur vie en message. David Goggins, sans le vouloir, était devenu ce message. Pas une icône de perfection, mais le témoin vivant de ce que la douleur peut créer quand on la regarde en face. Son nom commença à circuler. Des milliers de personnes voulaient comprendre comment un homme ordinaire, brisé par son passé, avait pu devenir un symbole de résilience. Il ne se présentait pas comme un héros. Il parlait avec des mots simples, crus, parfois durs. Il disait « Je ne suis pas spécial, j'ai juste décidé de ne plus me mentir. » Et cette phrase devint un miroir pour le monde. Il entreprit un nouveau défi, le record Guinness du plus grand nombre de tractions en 24 heures. 4030 tractions, 17 heures de lutte, des ampoules, du sang, des bras qui se déchirent, mais un esprit qui reste debout. Chaque traction devenait un rappel de tout ce qu'il avait traversé. Chaque douleur, une prière silencieuse à l'enfant qu'il avait été. Les scientifiques ont étudié son cas. Ils ont parlé de tolérance extrême à la douleur, de préparation psychologique avancée. Mais ce que la science n'explique pas, c'est cette lumière dans les yeux de ceux qui refusent d'abandonner. Au fil du temps, il partagea sa philosophie. Vivre sans excuse. Chercher la difficulté, non pour se punir, mais pour se purifier. Comprendre que la vraie liberté ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on supporte sans fléchir. Il parlait du concept japonais du kaizen, l'amélioration continue, pas à pas, jour après jour, et du bushido, le code des samouraïs, honneur, discipline, vérité. Ces traditions anciennes avaient trouvé en lui un écho moderne, car son feu n'était plus une arme, c'était une transmission. Le fer et le feu, deux éléments contraires, mais nécessaires pour forger. Le fer sans le feu reste froid, le feu sans le feu se disperse, mais ensemble, ils créent la forme, la structure, la beauté brute.
C'est cela l'héritage de Goggins. Transformer le chaos en clarté, la peur en carburant et la douleur en direction. Aujourd'hui encore, il court, pas pour battre des records, mais pour se rappeler d'où il vient. Chaque pas résonne comme un battement du passé, une promesse à l'enfant du chaos. Et toi, que laisseras-tu derrière toi? Une trace de confort ou un sillage de courage? Ton nom gravé dans le marbre ou ton exemple gravé dans les cœurs? Parce que l'héritage du fer et du feu n'appartient pas aux héros. Il appartient à ceux qui refusent d'abandonner, même quand tout brûle. Épilogue. Rien ne peut te briser. Le monde est silencieux ce matin. Le vent caresse les routes vides, le ciel s'éveille lentement. Et au loin, une silhouette court. Pas pour battre un record, pas pour être vu, mais parce que courir, pour lui, c'est respirer. David Goggins n'est plus cet enfant qui tremblait dans le noir, ni l'homme obèse qui fuyait son reflet, ni même le soldat brisé qui cherchait sa place. Il est devenu le feu. Pas le feu qui détruit, mais celui qui éclaire, celui qui forge, celui qui réveille. Il dit souvent que la vie n'est pas censée être facile, qu'elle est faite de blessures, de chaos, d'instants de vérité, et que dans ces instants-là, on découvre qui l'on est vraiment. Les gens le regardent et voient un symbole de force, mais la vérité, c'est qu'il ne s'est jamais senti invincible. Il s'est senti vivant, et c'est différent, parce que la vraie force n'est pas de ne pas tomber, c'est de se relever encore quand tout en toi te dit d'abandonner. Il repense souvent à sa mère, à cette nuit où ils ont fui dans la pluie, à la peur, au froid, au silence. Et il comprend que tout commençait là, que la douleur, depuis le début, était une compagne fidèle, pas une ennemie, une enseignante, une vérité. Les gens fuient la douleur, mais ceux qui apprennent à l'écouter découvrent qu'elle n'était pas là pour les briser. Elle était là pour les sculpter. Tu vois, le fer ne devient pas une épée sans feu, et l'esprit ne devient pas lumière sans souffrance. Alors il continue. Chaque matin, il enfile ses chaussures. Il court encore et encore. Non pas pour gagner, mais pour se souvenir. Et pendant qu'il court, il murmure une phrase qu'il porte en lui depuis toujours. Rien ne peut te briser. Pas la peur, pas l'échec, pas la douleur. Parce que tout ce qui peut te blesser peut aussi te réveiller. Et toi, que feras-tu de ta douleur? La laisseras-tu te détruire ou t'en serviras-tu pour devenir ce que tu es destiné à être? Le vent continue de souffler. La route s'étire à l'infini. Et au bout du monde, un homme court encore. Son pas résonne dans le silence. Et dans chaque écho, une seule vérité demeure. Rien ne peut te briser.